Peut-on vraiment travailler dans un fourgon aménagé? Cette question, je sais que vous êtes nombreux à vous la poser pour pouvoir franchir le pas et devenir nomade à plein temps. D'ailleurs, le terme créateur nomade devient de plus en plus à la mode et tente de plus en plus de personnes. Mais qu'en est-il vraiment? Est-il vraiment possible de travailler correctement dans de bonnes conditions dans un fourgon? Quel métier peut-on raisonnablement envisager de faire? C'est à ces questions que je vais essayer de répondre en me basant sur mon expérience personnelle, mais aussi sur celle des nombreux travailleurs nomades que j'ai croisés sur les routes ces 14 derniers mois. Pour l'immense majorité des personnes, exercer une activité professionnelle est obligatoire pour pouvoir assumer un mode de vie nomade. Comme je l'expliquais dans la vidéo sur le bilan de 1 an de van life, il ne faut pas croire que vivre en fourgon soit très peu coûteux. Dans les faits, pour peu que l'on fasse des road trips un peu lointains, on sera souvent proche d'un SMIC pour les besoins financiers. Alors oui, on vivra clairement mieux et avec moins de privations avec un SMIC en voyage dans un fourgon aménagé que dans un appartement minuscule en centre-ville. Mais il n'empêche que, sauf à avoir gagné au loto ou reçu un héritage, il faudra bien le gagner ce SMIC. Et il est pour le moins délicat, pour ne pas dire dangereux, de compter sur les revenus générés par les réseaux sociaux, au moins dans un premier temps. Il faudra pour la majorité de ceux qui se lancent, souvent plusieurs années, pour recevoir un revenu suffisant pour vivre de YouTube et consorts. Bref, ce n'est pas en quelques semaines que l'on devient les nouveaux Greg's Way, Voyage ou Justin et lui. Ça demande du talent, de la créativité, de la constance et surtout de la patience. Beaucoup de patience. Je vais commencer par préciser ce que j'entends par travailler en tant que nomade. Il s'agit d'effectuer une activité professionnelle qui n'impose pas d'avoir un local dédié et qui ne fasse pas appel à du matériel que l'on stocke ailleurs. En résumé, c'est quand on bosse dans son fourgon en autonomie totale ou presque, notamment en termes d'énergie et de communication. Mais on va y revenir. En général, on parle donc quasi systématiquement d'activités totalement dématérialisées. Pour ma part, c'est le cas. Mon activité audiovisuelle nomade ne nécessite aucune infrastructure en dehors de mon van, ni de matériel que je ne peux pas emmener avec moi. Même si j'avoue stocker alternativement du matériel dans un garde-meuble pour éviter de trop charger Maurice, j'ai quand même en permanence avec moi ce qu'il me faut pour travailler. Mon boulot consiste d'abord en deux activités très proches. La première, c'est le tournage d'une série documentaire de voyage destinée à la diffusion télévisée. Et la seconde, c'est ma présence sur les réseaux sociaux qui doit, à terme, me permettre de vivre en me passant d'un diffuseur qui peut parfois se montrer assez intrusif dans les choix des sujets et des angles pour les travailler. Et j'en ai aussi une troisième, saisonnière cette fois-ci, qui est le suivi de la saison cyclonique dans les Antilles. Celle-là a été transposée de ma vie sédentaire à ma vie nomade, j'y reviendrai plus tard. Ces trois activités m'imposent trois besoins. Du matériel pour le tournage, images, prise de son et un peu d'éclairage, du matériel de post-production, un bon ordinateur, un grand écran, des logiciels adaptés et du stockage informatique, beaucoup de stockage informatique, et enfin, pas mal d'électricité et une bonne connexion réseau, que ce soit en France ou à l'étranger. Pour le matériel de tournage, j'ai la chance de pouvoir faire ça avec du matériel dont la taille et le poids des équipements est totalement infime par rapport à la période où j'étais chef-op en pub et en clip. Le principe du documentaire de voyage étant justement de tourner léger, comme on dit. J'utilise une caméra Sony A7S III avec 3 objectifs lumineux et un peu d'accessoirisation. Même si ce n'est pas l'idéal, j'utilise aussi un trépied de voyage en carbone de petite taille et je ne prends mon trépied vidéo lourd que si je ne peux pas faire autrement. J'utilise aussi un petit drone de 250 grammes qui me permet d'être assez tranquille avec la réglementation européenne vu que je suis déclaré comme télépilote. Et j'ai aussi un boîtier photo un peu ancien, un A7R III, avec lequel je fais tous mes timelapses. Et puis surtout, j'ai un truc vraiment bien, c'est mon iPhone 14 Pro, avec lequel je tourne souvent des plans d'illustration. Je l'ai toujours avec moi, et avec son stabilisateur à portée de main, je peux être opérationnel très vite si quelque chose m'intéresse au bord de la route. Quelques sources lumineuses sur batterie pour déboucher les ombres en cas de besoin, un set de micro HF, et vogue la galère de la prise de vue. Pour la post-prod, il y a plusieurs solutions. En venant de l'étalonnage, j'ai pris l'habitude de travailler sur plusieurs grands écrans de qualité, ce qui n'est bien entendu pas possible en van. Du coup, j'ai trouvé une solution intermédiaire avec l'écran 16 pouces de mon MacBook Pro et un écran 4K wide LG de 29 pouces. Les deux sont étalonnés pour une précision colorimétrique un peu meilleure, même si je suis très loin du setup que j'avais en mode fixe. Mon MacBook M1 Max fait largement le job avec DaVinci Resolve, aussi bien en montage, étalonnage que mixage. Sachant que pour la série doc, je me contente de monter un ours et j'envoie ensuite tout à un monteur et ça part ensuite au mixage. Je récupère enfin l'ensemble pour l'étalonnage. Ce qui pose la question délicate du stockage.
Dans un van, pas question d'utiliser un stockage centralisé de type NAS. Pour le moment, je jongle donc avec des disques durs externes de 6 Teraoctets chacun et je vais passer dans les jours qui viennent à un stockage plus centralisé de 24 Tera en Thunderbolt. Mais bon, là aussi, on est loin du confort d'une solution de stockage robuste et les sauvegardes sont un véritable calvaire pour moi. Par contre, le choix d'avoir réfléchi à un coin de travail dédié et adapté dès la réflexion sur l'aménagement me permet de bosser confortablement et dans de bonnes conditions, et ça, c'est primordial pour tenir dans la durée. Mon setup de post-prod me permet de gérer facilement le streaming live vidéo pour mon activité de météo. J'ai le micro, les écrans, il me suffit de rajouter le petit boîtier Stream Deck pour être parfaitement opérationnel, quasiment dans les mêmes conditions qu'en mode sédentaire. La contrainte est par contre de trouver à se garer dans un endroit calme au niveau sonore et néanmoins très bien couvert par le réseau de téléphonie mobile. Et ça, c'est pas toujours simple, mais j'utilise des applis qui me facilitent un peu la vie. Park4Night et Google Maps pour trouver les lieux calmes et GeoRadio qui me permet d'anticiper la couverture réseau pour ces lieux. J'utilise aussi Wi-Fi Map, mais j'ai rarement trouvé de bons spots qui m'ont sauvé. Pour ma connexion internet, j'utilise un forfait SFR illimité à 75 € une fois la remise déduite. Il comporte aussi 100 Go de données en Europe. C'est parfait en France, mais bien trop juste en Europe. Ma consommation est de l'ordre de 300 à 350 Go par mois en moyenne, et donc je prends une eSIM All-a-Fly illimité Europe dès que je sors de France. J'ai d'ailleurs fait pareil en Turquie, puisque là le forfait SFR ne fonctionne pas. D'ailleurs, je me suis fait piéger à 10 km de la frontière. Mon téléphone a borné en Turquie au lieu de continuer en Bulgarie, et je me suis pris 50 € de dépassement en quelques minutes. Franchement, ça craint. Le problème, c'est que les forfaits All-a-Fly ont pris 30% de hausse ces dernières semaines et on est passé de 99 € en illimité pour 3 mois à 129. Du coup, à l'étranger, ça me fait 75 € de SFR, plus quasiment 45 € de eSIM, soit près de 120 € par mois au total. C'est vraiment excessif. Je me pose aujourd'hui la question de basculer sur Starlink, surtout depuis que le tarif roaming est passé à 59 € par mois. Il y a certes encore 350 € pour le matériel, mais ensuite c'est très compétitif par rapport à l'étranger et ça reste à peu près équivalent en France, puisqu'il faut quand même un forfait pour la voix et pour la route quand on ne peut pas utiliser Starlink. Avec un forfait free à 20 € en complément avec 300 Go en France et 35 Go à l'étranger, y compris la Turquie, ce qui est important pour moi, c'est bien moins cher que ma solution actuelle à l'étranger et probablement bien plus performant. Le seul truc bloquant pour moi pour l'instant, c'est l'indisponibilité en Turquie, puisque je vais y retourner 3 mois dans pas très longtemps. Mais il va falloir que je fasse un choix cet été avant de repartir en Norvège. Et si je passe sur Starlink, je vous promets que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Pour terminer sur la question de l'Internet, j'ai actuellement une SIM SFR dans mon téléphone et une seconde sur la même ligne dans un routeur 4G qui est connecté à une bonne antenne extérieure. Ça marche plutôt pas mal dans la plupart des cas en France, il faut être honnête. Enfin, se pose rapidement la question de l'autonomie électrique. Travailler des heures sur un ordinateur accessoirisé avec un grand écran 4K, ça consomme pas mal d'électricité. C'est simple, dans mon cas, mes journées de travail dans le fourgon, c'est quasiment le double de la consommation des autres journées. C'est pour ça que j'ai prévu dès le départ un système électrique robuste pour ne pas avoir à limiter ma capacité de travail en fonction du soleil ou des kilomètres que je fais. Il y a d'ailleurs plusieurs vidéos sur mon installation électrique sur cette chaîne. Voilà comment je gère mes activités pro. C'est clairement pas aussi facile qu'en vie sédentaire et il faut faire des compromis. Certains ne posent pas de problème, comme mon matos de tournage ou mes live streams, et d'autres sont plus délicats pour moi, comme la post-prod. Mais au final, après 13 mois à temps plein, ça marche plutôt pas mal et je peux confirmer que oui, on peut travailler à l'année dans un fourgon, à condition d'avoir une activité compatible bien entendu et une bonne organisation. Par contre, la vie n'est pas la même que pour un road trip de vacances. L'espace exigu impose pas mal de temps pour se préparer à bosser et autant pour ensuite tout ranger. Et tout ça, c'est vraiment chronophage. Aujourd'hui, hors période cyclonique, je fais quasiment un temps plein et je bosse plus de 50 heures par semaine en saison cyclonique. Est-ce que ça en vaut le coup? Chacun aura sa réponse. Pour moi, clairement oui. Mais il n'y a pas que la création de contenu vidéo qui peut être applicable en nomade. Les métiers de graphiste, de traducteur, de copywriter, de développeur, de coach à distance, d'intervenant externe à distance en tout genre et autres peuvent parfaitement se pratiquer en nomadisme. Il faut juste adapter son aménagement et ses besoins en fonction. Et toujours pareil, dans un fourgon, il faut anticiper, absolument. Il y a aussi un petit truc que je n'ai pas abordé, un point à ne pas du tout négliger lorsque l'on bosse et vit dans un fourgon, c'est la sécurité. Parce qu'en cas de vol, on perd absolument tout. Sa maison, son véhicule, son bureau et tout son matériel. Cette concentration de tout ce que l'on possède dans un seul véhicule est un vrai problème et je te montre dans cette vidéo comment j'ai sécurisé mon fourgon Maurice pour limiter les risques. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!